Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au live de l'Académie du Climat. Tu peux regarder la caméra. C'est ça, je me demandais. Coucou. Ils sont juste là. Enchanté Ophélie. Ouais, enchanté. Est-ce que tu veux te présenter un peu aux gens qui sont là, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais ici sur le Twitch, et déjà, est-ce que c'est ton premier Twitch ? C'est mon deuxième. Okay. Je suis encore newbie sur Twitch. Bon, ça va. Mais la dernière fois, c'était en extérieur. Là, on est dans un beau décor, on est tranquille. Bienvenue, je vous laisse venir tranquillement pendant que Ophélie nous fait sa petite présentation de qui es-tu ? Ma vie, mon œuvre. Alors, Ophélie d'emblée. Chapitre 1. Voilà, née en 1988, en Ariège, dans la belle ville de Foix. En gros, mon métier, c'est de faire pousser des plantes. Okay. Ça, c'est un de mes métiers. Original. Dans une pépinière. Donc, je dis que je suis pépiniériste. Je trouve ça stylé. Est-ce que c'est un métier qui existe vraiment ? Ah ouais, grave. Ok, trop cool. Ah oui, non, c'est pro. Hein. Voilà. Deuxième métier, animer des ateliers sur le jardinage, l'agriculture, voilà, comment mettre les mains dans la terre et que ça se passe bien. Et mon troisième métier, c'est la création de contenu. Donc, je fais ça notamment, j'ai d'abord démarré sur YouTube, sur la chaîne éponyme Ta Mère Nature. Et je suis maintenant un peu sur Instagram, TikTok, pas sur Twitch. Ouais, pas sur Twitch. Je suis sur déjà trop de sujets là. Ouais. Est-ce que du coup tu continues un peu YouTube ou pas du tout ? Grave. Je sors des vidéos une fois toutes les 2 semaines en format long. Ouais. Et puis des vidéos courtes au moins une fois par semaine. Ok. T'arrives à tenir un rythme, ça va, c'est pas trop dur ? Je m'oblige en tout cas à tenir un rythme. Parfois c'est clair que c'est galère, mais déjà c'est important d'exister et d'être régulier. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'un point de vue travail d'apprendre à être régulier. C'est aussi comme ça qu'on progresse, je trouve, d'un point de vue technique, d'un point de vue écriture. Oui, parce que tu vas nous raconter un peu ton histoire, si je puis dire, sur justement d'où tu viens. Stéphane Calden, salut camarades. Le temps que vous venez, on va faire un peu la présentation de l'émission de qu'est-ce qu'on va raconter. Du coup, on va commencer avec une première partie sur justement la présentation d'Ophélie, ton travail à la Cité Fertile, parce que moi je pensais que c'était fini la Cité Fertile, et en fait pas du tout. C'est renouvelé pendant combien de temps ? Alors, il n'y a pas de date précise. On va dire qu'on vise la fin des JO 2024. Ouais. Ce serait génial. Ça nous ferait quasiment 2 saisons supplémentaires. Il n'y a pas de date pour l'instant. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de date. Non. Ok. Et ensuite, on va parler du coup de ton école buissonnière. Ça, c'est tout récent pour moi. C'est même pas 2 semaines, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Donc, c'est du frais. Et ensuite, on va enchaîner avec la deuxième partie de l'émission. On va un peu parler de la biodiversité, mettre en avant ce sujet-là qui, quand on parle d'écologie, maintenant, on en parlait un peu juste avant. On parle beaucoup de CO2, d'énergie. On parle de moins en moins de la biodiversité. Et on va aborder l'agriculture durable avec toi, justement, les différentes méthodes qui existent. Et tu vas nous raconter un peu ce que tu fais, justement, de pépinière à la Cité Fertile. On va commencer un peu en 2017. Si je dis pas de bêtises, normalement, on est bon, on est là. On revient presque du coup 6 ans. On a 6 ans en arrière. On va parler de ton déclic et de ton engagement, justement. Qu'est-ce que tu faisais avant 2017, Ophélie ? Attends, j'ai juste une question avant. Pardon. Est-ce qu'on peut dire des gros mots sur Twitch ? On peut dire des gros mots sur Twitch. Ok, ça c'est une bonne nouvelle, super. Tu peux citer des marques, tu peux citer tout ce que tu veux ici. Bon, les marques, ça n'arrivera pas trop, je pense, mais les jurons peut-être. Ok, d'accord. Donc, putain, il se passait quoi en 2017 ? Putain, qu'est-ce qui se passait en 2017 ? Eh bien, j'ai pété un câble, comme toute bonne jeune trentenaire qui se respecte. Gros cliché, hein. Voilà, je travaillais dans plutôt le milieu de la com. Ça faisait 10 ans que j'évoluais dans le milieu à la fois de la culture et de la communication. Mon dernier job en date, c'était dans la publicité. J'y ai fait un court passage d'1 an et demi, mais ça a été super parce que ça a accéléré mon envie de changer de vie, en fait. Et je suis partie me reconvertir. En fait, mon objectif, il n'était pas précis. Enfin, si, il était précis, c'est d'apprendre à faire pousser les légumes. Mais je ne savais pas quel métier j'allais réellement faire. Oui, parce que le métier de pousser des légumes... Pousseuse de légumes, c'est un peu... Est-ce que tu as googlisé pousseuse de légumes ? Non. Mais par contre, ma première vidéo sur YouTube, c'est... tout plaquer pour apprendre à faire pousser des légumes. Parce que voilà, je savais pas trop quoi faire de ça. Mais du coup, la création de contenu, elle est arrivée aussi très très vite dans ma reconversion, puisque je me suis mise à me filmer tous les jours pendant ce changement de vie. Et c'était super parce que à la fois, moi, ça me faisait une sorte de carnet de bord, une sorte de carnet de voyage aussi pour tenir au courant mes proches, tout simplement. Ouais. Mais ça a été au fur et à mesure déjà un truc dans lequel je me suis plu, quoi. Je me suis prise au jeu de communiquer mes aventures. Je me suis rendu compte que ça
parler à plus de gens que prévu et pas juste mes potes. Ouais, parce que tes proches, ils l'ont vécu un peu comment, cette transition? Ils s'en foutaient ou... Non, mais ils étaient hyper contents. J'ai eu de la chance d'être bien entourée et voilà, de gens qui me soutenaient à fond. Donc ça, c'est vrai que c'est très précieux. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais à côté de ça, c'est vrai que de montrer ce que tu fais sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'identifient à ça. Je me suis rendu compte qu'on était vraiment nombreux à se poser des questions sur changer de métier, se tourner vers des métiers plus proches de la terre, de la nature. Ouais. Et c'était génial de pouvoir partager ça, tu vois, régulièrement toutes les semaines sur YouTube. Et après, c'est devenu un super alibi pour aller rencontrer des gens que je rêvais de rencontrer. Ah, ça ouvre des portes un peu à des personnalités que tu n'as pas l'habitude. Donc, c'est ça. Et tu vois, d'aller voir des projets que je trouvais géniaux, ou d'aller déconstruire des idées que j'avais, je sais pas, autour de l'hydroponie, par exemple. Ouais. Voilà, c'était aussi un super alibi pour faire ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hydroponie, c'est ça? On en parlera juste après, justement, sur les différentes méthodes d'agriculture européenne. Ouais. Je vais baisser un peu mon fauteuil, je trouve. Je suis un peu grand. Ah, c'est moi qui suis petite aussi. Ou alors, t'es un peu trop petite. Mais attends, je peux aussi me lever un peu. Bon, t'inquiète. Tu veux que je monte la chaise ou pas? On est bon. Non, on est bueno, là, on est bien. Du coup, Stéphane Calden qui nous dit, faites pas trop de plans sur les JO, tous les mouvements sociaux regardent les JO. Ça va, on a encore un peu de temps, non? C'est dans 1 an. Oui, ça va, c'est vraiment pas mon sujet du moment, là. Ouais, tu vois, je me concentre pas là-dessus. C'est vrai que les JO, on est encore loin et tout. Du coup, on parle. Donc ça, c'était en 2017. Ouais. Est-ce que tu t'es formé à la création de contenu pour ceux qui justement s'intéressent à peut-être une reconversion pour parler de sujets environnementaux ou autres? Les réseaux sociaux, maintenant, c'est impossible de faire sans. Et des fois, tout le monde n'a pas forcément pas les aptitudes, je dirais, mais les compétences pour se lancer là-dedans. Comment tu t'es formé? Est-ce que tu t'es pas formé du tout? En fait, oui et non, parce que pour être honnête, je pense qu'on se lance pas comme ça du jour au lendemain et on est super bon. Ouais. Par exemple, moi, j'ai fait des études assez longues dans le théâtre. Donc, en fait, je suis hyper à l'aise avec le fait de me mettre en scène, d'être à l'aise avec mon corps, tu vois, d'avoir des principes d'allocution aussi faciles. Ouais. J'ai fait de la radio aussi, donc je sais un peu poser ma voix. Enfin, tu vois, ça faisait 10 ans que je travaillais plutôt dans ce milieu-là. J'ai fait beaucoup de musique aussi, donc voilà, je suis à l'aise dans ce milieu de la com. Et comme j'ai eu des groupes de musique aussi, tu vois, j'ai monté pas mal de collectifs. Bah, tu dois faire ta propre promo, donc la com, tu l'as fait aussi beaucoup sur le tas, quoi. Ouais. Donc je me suis beaucoup formée comme ça. Et après, pour ma chaîne YouTube, j'ai regardé des tutos de YouTube, tutos YouTube. Pour apprendre à monter, par exemple. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est regarder des tutos YouTube. Franchement, grave. Moi, j'ai craqué, j'ai demandé à un pote qui me craque Final Cut. Je suis partie sur les tutos YouTube et c'était super, quoi. Final Cut, pas Premiere Pro? Non. Non, trop la flemme. Non, c'était ce qu'il avait de craquer et j'ai fait comme ça. Voilà. Du coup, toujours sur Final Cut ou... Bah ouais, je suis restée fidèle au truc. Ouais, t'as eu raison. Mais du coup, moi aussi, je rejoins un peu ça parce que j'ai fait aussi du théâtre. Et du coup, c'est vrai que même pour les gens qui ont envie de prendre la parole, d'être à l'aise, je vous conseille de faire du théâtre. Grave. C'est une trop bonne expérience, c'est des très bons exercices pour justement parler à une caméra, comme nous là. Et même du coup d'être à l'aise devant la caméra. Ouais, clairement. Ça peut être de la danse aussi. Ouais. La danse, ça t'apprend à être à l'aise avec ton corps. Et ça, c'est aussi, je pense, important. Ouais. On va parler un peu de la Cité Fertile. Oui. Parce que du coup, tu t'es lancé totalement à ton compte. Mais avant la Cité Fertile, t'avais pas de pépinière, j'imagine? Voilà. Alors, en fait, la Cité Fertile, ça fait maintenant 3 ans que j'y suis installée et j'y suis accueillie en qualité de résidente. Okay. Donc, je suis effectivement toute seule sur mon activité, mais je suis quand même tout le temps en interaction avec les équipes. Et c'est génial parce qu'on est plusieurs à être résident. Il y a un apiculteur, il y a plusieurs associations, il y a des brasseurs de bière, vraiment à 5 mètres de Basse-Terre. Donc, ça fait comme ça des synergies hyper intéressante. Je suis à la fois toute seule, mais dans un lieu collectif, donc on est toujours en interaction. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la Cité Fertile? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne sont pas parisiens, et même s'il y a des parisiens, est-ce que vous êtes déjà allé à la Cité Fertile? Moi, j'y suis jamais allé, donc... faut te revenir. Bah ouais, mais j'ai toujours vu ça sur Instagram, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est concrètement. Alors, c'est vrai que c'est des lieux qu'on appelle des tiers-lieux. Pourquoi? Parce que en fait, on n'y va pas que pour une seule chose. On y va pour manger, pour boire un coup, pour participer à une conférence, aller voir un marché de créateurs locaux, faire un atelier dans ma pépinière. Enfin, tu vois, c'est plein d'entités différentes sur un même lieu. L'idée, c'est comme de recréer une sorte de place de village dans laquelle tu peux créer du lien, mais aussi profiter de plein d'activités. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que les tiers-lieux, ça se développe de plus en plus. Ouais, Bercy beaucoup, par exemple, qui s'est fait très récemment.
Stéphane Cadon qui nous dit jamais entendu parler, faut que je rattrape ça. Yes. Oui, surtout si du coup ça reste pendant seulement un an encore. Ouais. Oui, je te conseille d'y aller très vite. Ouais, c'est ça émerge de plus en plus. Nous, on est vraiment aux portes de Paris, à la sortie du parc de la Villette, quoi, à Pantin, donc en face du RER Pantin. Sur une ancienne friche de la SNCF. Ok. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Moi, je fais pousser des plantes sous une serre, voilà, rien d'original. Mais c'est un lieu qui accueille beaucoup de public aussi, donc moi, ça me permet de donner des ateliers, que ce soit pour des scolaires. Tu vois, j'accompagne là pendant toute l'année scolaire un groupe de jeunes collégiens du collège vraiment qui est juste derrière. Il y a des entreprises aussi qui viennent régulièrement. Donc en fait, ça fait une richesse de public qui vient me voir. Et puis c'est aussi du coup un super terrain de jeu pour faire des vidéos. Du coup, tu fais plein de vidéos sur Instagram, justement de sensibilisation. Si je peux dire ça. C'est des vidéos de sensibilisation, de formation, ou divertissement. Je pense que je suis à la frontière de plein de trucs, mais pour être honnête, j'étais vachement fâchée avec Instagram l'année dernière, j'en avais marre, je me demandais ce que je foutais là. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on bosse... tu sais, on te force beaucoup à produire des vidéos courtes. Et moi, je me disais, mais putain, j'ai pas envie de faire des chorés comme ça sur une musique que j'aime pas, juste pour continuer d'exister sur les réseaux sociaux et pas me faire invisibiliser. Et il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, soit tu te casses, soit tu tentes un dernier format qui te fait vraiment kiffer. Okay. Donc c'était vraiment ce truc un peu de l'exercice de la dernière chance, mais vraiment pour moi me faire kiffer. Et je suis partie sur un portrait rigolo d'une plante que j'aimais bien, le Buddleia, une plante invasive. Le Buddleia ? Le Buddleia. Alors tu vois, je pensais absolument pas faire un carton et me prendre 100 000 abonnés d'un coup avec le Buddleia. J'imagine que tu ne devais pas t'y attendre. Et en fait, c'est la polémique que j'ai créée avec le Buddleia. Ah, t'as créé une polémique ? J'ai créé une polémique, je pensais vraiment pas que ça arriverait. C'était quoi la polémique ? C'est que j'ai dressé un portrait super positif de cette plante qui est considérée aujourd'hui comme une espèce exotique envahissante. Ok. Et en fait, les EEE, pour les professionnels, c'est une des principales causes de la perte de biodiversité. Donc c'est vraiment pas anodin en vrai, ça fait partie des 5 grandes causes majeures de la perte de la biodiversité. Et en fait, les espèces exotiques envahissantes, ça concerne aussi certains animaux qui, en gros, une fois arrivés sur un nouveau terrain dont elles n'étaient pas originaires, elles vont comme ça arriver à le gagner et finalement bouffer la biodiversité locale, quoi. Et ça fait qu'on n'a plus qu'une seule espèce. Ah oui, et ça fait que du coup, il y a une perte énorme. De biodiversité, voilà. Après, moi, le Buddleia, par exemple, j'en ai autour de ma serre. Il ne vient pas du tout bouffer le reste de mes plantes. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une zone qui est tellement dénaturée, qui est tellement... où la main de l'homme a été tellement importante que finalement, c'est l'un des seuls végétales qui arrive à... Voilà. Et donc, pour moi, j'ai dressé un peu ce portrait un peu plus positif en disant, déjà, elle n'est pas là pour rien, c'est à cause de la main de l'homme. Et en plus, peut-être qu'on peut la regarder sous un autre prisme, mais ça peut aussi, pourquoi pas, devenir une alliée, une lanceuse d'alerte, tu vois, qui nous donne aussi une sorte d'état des lieux de notre terre, en fait. De nos activités et l'impact que ça, en fait. Après, j'avoue, peut-être que je suis allée un peu trop positivement vers elle et j'ai pas raconté qu'elle était aussi potentiellement problématique. Tu as fait qu'un portrait un peu positif et drôle, j'imagine. Voilà, et ça a pété dans les commentaires. Mais c'est génial parce que c'est comme ça que ça a rendu le sujet visible. Et puis j'ai continué ce format. Et ce qui est cool, c'est que je suis pas du tout une experte sur ce sujet. Je suis pas du tout botaniste. Et du coup, je me forme en même temps que je fais les vidéos. Donc c'est comme si je me faisais des sortes de mémos techniques avec des blagues pour retenir les plantes que j'ai autour de ma serre. On a Eda Lune qui nous demande « Bonsoir, j'ai raté le nom de la plante ». Stéphane Cadon qui a envoyé... c'est le Buddleia, voilà. Il a envoyé... je vais pas pouvoir le copier, bon, c'est pas grave. Et le problème le problème des vidéos courtes, c'est que on fait beaucoup de vérités, tu sais, un peu comme ça, sans nuance. Et c'est problématique parce que forcément, il y a un moment où on dit des choses un peu fausses, quoi. C'est un peu le problème quand tu fais des raccourcis. Et on a un peu le même problème, nous, à l'Académie du Climat, quand on fait de la vulgarisation. En fait, quand tu vulgarises, des fois, tu enlèves des choses qui peuvent être parues essentielles, mais qui sont pas forcément des fois très accessibles. Et du coup, tu sais pas trop si tu les enlèves pour du coup rendre la vidéo accessible, mais en même temps, si tu l'enlèves, il y a une partie du problème ou du sujet que les gens ne vont pas avoir. Et du coup, il va y avoir un vrai problème de nuance et d'information. Et j'imagine que pour toi, c'est pareil quand tu parles de ce genre de sujet. Une vidéo d'une minute, en fait, tu peux pas aborder certains sujets. Et je vois les problématiques qu'on a des fois avec TikTok, qui du coup, un format très, très, très court, encore plus court que Instagram. Je vois des fois des choses passer et je suis là en mode, là, vous venez de traiter d'un sujet en 20 secondes. Et en fait, c'est littéralement pas possible. Et c'est vrai que ça pose un peu un problème en tant que créateur de contenu, il faut prendre le temps.
C'est pour ça que je continue de faire des vidéos longues sur YouTube et je sais pertinemment que je fais moins de vues dans ces moments-là, mais j'ai la conscience pro, tu vois, et plus tranquille en me disant il y a un contenu vers lequel je peux rediriger les gens qui ont envie d'en savoir plus sur le sujet, quoi. Ouais, et c'est un peu ce qu'on fait ici en fait sur Twitch. Le but c'est justement de ne pas avoir une interview seulement de toi ou Philippe en 2 minutes. C'est ce qu'on aurait pu faire. J'aurais pu te faire venir ici à l'académie. J'aurais fait un petit portrait de toi. Et en fait, les gens auraient vu peut-être 2 minutes avec peut-être 3-4 questions. Et il n'y aurait pas eu beaucoup d'interaction. Ils ne m'auraient pas vu boire de l'eau. Voilà, exactement. On n'aurait pas pu parler de cette plante qui est imprononçable pour moi. Et c'est dommage. Et c'est vrai que c'est important des fois de prendre le temps de se poser, de réagir, de poser des questions. J'ai posé des questions sur la story sur Instagram. T'as eu des retours ? J'ai eu des retours de gens qui me demandaient. En fait, ils connaissaient ton format, mais ils ne savaient pas ce que tu faisais exactement. En mode, comme métier ? Ouais, comme métier. Okay. Et même par rapport à l'école buissonnière, et c'est un peu du coup de ça dont on va parler. Et c'est en fait l'école buissonnière, ils comprenaient pas si c'était pendant combien de temps c'était. Et tu avais dit, je crois, 10 personnes, que Seine-Saint-Denis. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de d'autres régions ou d'autres endroits ou ça c'est pas possible ? Alors tu veux que j'explique le projet de l'école buissonnière ? Le projet de l'école buissonnière. Alors, ce projet, il est né d'une envie et d'un constat, c'est que quand les gens viennent me voir en atelier à la Cité Fertile, c'est souvent sur un temps, une seule fois, et en général, mes ateliers durent 1h30. Ce qui est un truc cool pour passer un bon temps et s'initier. Mais moi, je sais aussi que le jardinage ou tu vois, ce truc de contact avec la nature et la terre, c'est sur du temps long et que c'est hyper important de voir les choses au fur et à mesure des saisons aussi et de comprendre un peu toutes les étapes entre une graine et la récolte ou même jusqu'à la récolte de la graine. Et du coup, j'ai eu envie de m'essayer au temps long et de créer vraiment une espèce d'école. Alors, une fausse école, on l'a appelée école buissonnière parce que l'idée, c'est de co-construire aussi le truc ensemble et que moi, je ne me pose pas en sachante, quoi. Et pourquoi que des habitants du 93 ? Tout simplement parce qu'on est dans le 93, qu'on veut rester ancré sur le territoire et pas faire un projet hors sol. Ouais. C'est un mauvais jeu de mots, j'imagine. Oui, tout à fait. Et pour être très très honnête, il y a aussi qu'on veut rendre ce truc accessible, l'école buissonnière accessible et donc gratuite. Okay. Et comment la gratuité n'existe pas, c'est des sous, et les sous, on les demande dans des subventions. Et les subventions, il faut répondre à des cahiers des charges bien précis. Okay. Il y a des critères. Il y a des critères et nous, on trouvait que ça avait du sens de travailler vraiment avec le département du 93. Donc voilà. Après, je vais continuer quand même de raconter un peu ce qui se passe sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Et quoi ? Et, voilà. C'est ça l'école buissonnière. Ouais. Bien raconter en gros, c'est ça. Mais c'est vraiment une aventure toute nouvelle. Ouais. Tu vois, là, on s'est rencontrés la première fois la semaine dernière. On a constitué le groupe. Okay. Le groupe est déjà créé, du coup. Ouais, en fait, on a reçu plein de candidatures. Ouais. Et on a sélectionné celles qui nous paraissaient déjà les plus adéquates au niveau de la disponibilité. Okay. Parce qu'il faut réussir à se voir 2 fois par semaine. Donc c'est pas évident. Ah oui, c'est pas... et puis, qu'est-ce qu'il y avait ? Le fait de venir du 93. Et enfin, il y avait un petit pourquoi tu veux faire partie du truc. Ouais. Et on a sélectionné les mots les plus rigolos. Et de toute façon, c'est compliqué. Faut pas s'en vouloir. Non, mais c'est compliqué en vrai. Je comprends, c'est pas forcément facile de devoir mais dire non à des gens. Oui. Pour ça, quoi. Oui, et puis en vrai, c'est une aventure humaine encore hyper inédite. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. La dernière fois, donc là, on est en pleine prise de connaissance entre nous, d'envie. Et puis, on a rédigé une charte d'engagement aussi. Okay. On est dans cette construction. Mais moi, j'aime bien cette idée je me suis beaucoup inspirée de l'éducation populaire. Ouais. Tu vois, de pas... En fait, moi, j'apprends tous les jours. Et je me suis rendu compte aussi en rencontrant des maraîchers, maraîchères, que même après 15 ans, 20 ans de métier... Ils apprennent encore ? Ils apprennent encore, et puis ils te disent qu'ils y connaissent rien. Et ça, tu vois, ça t'apprend vraiment l'humilité, et tu te dis, mais qui suis-je pour... tu vois, évidemment que j'ai 2-3 petits tips à donner, mais je suis encore en plein apprentissage moi aussi. Et c'est cool, du coup, c'est un vrai partage de savoir-faire, tout ça. Mais du coup, c'est intéressant ce sujet-là, un peu la légitimité. On en parlait juste avant. Moi, j'aime beaucoup aborder ce sujet-là parce que je rencontre plein d'invités différents et d'invités différents. Et souvent, c'est pas forcément des gens qui ont un bagage de diplôme, en fait, concrètement, pour aborder des sujets environnementaux. Et sur les réseaux, ça peut être un peu aussi un frein pour certaines personnes, ou surtout maintenant, avec les fake news,
avec toutes les infos qu'on peut avoir sur Internet, on essaie de faire attention à qui nous les donne. Et du coup, ça peut entraîner des fois des freins chez les gens qui souhaitent aussi s'engager publiquement sur certains sujets, un peu comme toi tu fais sur les plantes et la biodiversité en général, sur la sensibilisation, de la formation, parce qu'au final, tes ateliers, tu formes des gens quand même à ces enjeux-là. Et du coup, toi, comment tu te sens et comment tu appréhendes cette question de légitimité ? C'est pas si facile, hein. Non, Vraiment, j'ai des petits coups comme ça où je me sens pas légitime. Par exemple, tu vois, je suis assez médiatisée. On m'invite souvent pour parler d'agriculture urbaine, de green guérilla, machin. Alors que je sais qu'il y a tellement de gens qui mériteraient aussi la lumière. Et parfois, je me dis, merde, on me pose des questions. Franchement, un tel, il aurait été bien plus pertinent. Et ça, c'est parce que je suis très présente sur les réseaux sociaux. Et que du coup, il y a une forme de facilité quand les journalistes m'invitent. Voilà. Donc là-dessus, il y a toujours ce truc de pourquoi moi ? Voilà, il y a ça. Enfin, je sais pourquoi, mais du coup, c'est toujours un peu problématique. Et après, il y a d'un autre côté, je me sens légitime dans la mesure où je partage vachement mes galères. Okay. Je suis hyper honnête dans l'aventure. Transparente. Bah ouais, je montre quand je fais de la merde, quoi. Et je le dis. Et déjà, moi, ça me permet d'en rire un peu, tu vois. C'est bon, on n'est pas en train de sauver le monde. Hein. Je sauve pas le monde avec ma pépinière, tu vois. Ça, je le sais. Je me suis sortie de ce truc. Et donc, de montrer mes galères, je pense que ça donne envie aussi aux gens de faire, parce qu'ils disent, ah ouais, mais en fait... Bon, voilà, on sait que ça sera pas parfait, mais vas-y, elle a quand même l'air de s'éclater. Ah, ça me donne trop envie. Et j'ai l'impression que d'utiliser l'autodérision, le second degré, et d'accepter que l'échec fait partie du chemin. Tu vois, c'est un peu cucu, mais franchement, moi, je continue de faire crever des plantes, hein, et il y a aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est cool aussi. On le partage beaucoup avec des copains maraîchers. Il y a des années où ils foirent complètement des cultures, soit parce qu'ils ont mal fait les choses, soit parce que en fait, il y a plein de trucs qui ne dépendent pas de toi, genre la météo, des attaques d'animaux un peu relous. Tu vois, et il y a un moment où il faut arrêter de se croire au centre de l'univers. Et juste, pareil, c'est toujours une histoire d'humilité, je trouve, et de se dire, en fait, c'est bon. Donc il y a un équilibre pour toi à trouver quand même entre ton discours et le fait d'être transparent sur tes galères, et en même temps d'essayer quand même d'apporter des informations, des idées et tout. Mais ce qui était important pour moi, tu vois, par rapport à la légitimité, c'est très important pour moi de faire et pas juste de dire. Et il y a eu un moment où je sentais, mais ça, avant d'avoir ma pépinière, je sentais que j'étais beaucoup dans la com, mais pas assez sur le terrain. C'est intéressant, et j'ai eu envie à un moment donné d'avoir un vrai lieu où m'implanter pour faire autant que je dis. Et là, j'ai l'impression que j'ai trouvé un bon équilibre, et ça m'empêche pas de faire des conneries. Hein. Bien sûr, non, mais aucun problème. T'as Stéphane qui nous dit, si t'as des sources, t'es légitime. Déjà, si en t'as vrai, des sources, Après, les sources, c'est toujours pareil, c'est un travail dans le sens où, quelle source parce que tu peux pas prendre n'importe quelle source aussi. Complètement. Mais oui, si tu mets en avant tes sources, après, c'est aussi aux gens d'aller voir, même si on connaît très bien ce procédé-là, tu mets tes sources en description, en sachant très bien que tu as 1% des gens qui vont aller vraiment voir les sources. Et en fait, des fois, quand tu vas voir les sources, c'est limite. C'est ça. Et c'est là où, tu vois, moi, je vois la limite de ma série sur les plantes mal aimées. C'est que parfois, j'ai même moi fait des erreurs, tu vois, et je le sais. J'ai dit des conneries. Et sur les vertus, par exemple, ça peut être un peu chaud, parce que si tu dis à quelqu'un, vas-y, cette plante, elle est bien pour le bide, et puis qu'en fait, il est allergique, c'est chaud du cul, quoi. Ouais, c'est vrai qu'après, Donc, tu vois, il y a une vraie responsabilité, et je fais attention maintenant. Ok, t'as raison. Voilà. Mais du coup, c'est intéressant quand tu disais le côté de faire les choses. Oui. Moi, je commence à voir de plus en plus de personnes. Tu veux de l'eau ? Pardon, je t'ai pas eu ton servi, c'est bon ? Ouais, ça va. Non, ça va, en fait, c'est juste parce que je te vois, je fais du mimétisme, mais j'ai pas soif. Mais du coup, il y a de plus en plus d'activistes ou d'influenceurs qui commencent à traiter de ces enjeux-là. Donc c'est trop bien parce qu'ils visibilisent les enjeux environnementaux, on en parle de plus en plus. La phytothérapie, pour être gentil, faites gaffe, je pense. Exact. Tout à fait. On va pouvoir en parler après de ces choses-là. Mais du coup, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce... Est-ce que c'est bien de mettre autant en avant, mettre autant en lumière ces enjeux environnementaux, sans des fois, en fait, concrètement, il n'y a rien sur le fait... Il n'y a pas de projet, en fait. Alors, merci d'évoquer ça, parce que c'est parti, on va bitcher. Moi, je trouve ça très facile, les comptes qui juste s'insurgent. C'est-à-dire les comptes écolos qui vont dire « Oh, regardez, tel influenceur, il a pris l'avion », alors que
alors qu'il fait... Enfin, tu sais, les gens qui pointent du doigt les problèmes... Ça arrive de plus en plus. Voilà, parce que c'est facile, en fait. Déjà, on a tous envie de liker parce qu'on est trop d'accord que c'est très mal. Mais c'est comme, je sais pas, s'insurger de la fin dans le monde. Enfin, je trouve ça facile. Et pour moi, et en tout cas, j'essaye de faire ça, c'est quand je m'insurge, parce que moi aussi, des fois, je suis très, très énervée voilà, en voyant ce qui se passe, je m'efforce de proposer à côté une solution. Tu vois, même si elle n'est pas à la même échelle. Mais en fait, on ne peut pas juste se contenter d'être énervé et de ne pas imaginer autre chose ensuite. Voilà, c'est ça mon avis. Et du coup, moi, je trouve ça super qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'emparent de ces... tu vois, je vais prendre les mouvements sociaux parce que c'est le sujet de la journée. Quand on a une Léna Situation qui partage une stories de Roca Diallo, un réel de Roca Diallo sur les mouvements sociaux, c'est ouf en fait. Ça a un réel impact et qu'il y ait une personne comme ça qui ait le courage de juste relayer, en fait, je trouve ça génial. Donc il faut encourager ces influenceurs. Il faut pas se tirer entre les pattes, hein. Parce que tu vois, par exemple, je suis écolo, machin, je suis militante, mais je pense qu'il y a plein de gens dans le milieu qui m'aiment pas parce qu'ils trouvent que je suis pas assez radicale ou que des fois je fais un peu trop de collab avec des marques ou j'en sais rien, tu vois. On sera toujours à un moment donné pas assez engagé par rapport à d'autres. Et des fois trop engagé par rapport à d'autres. En fait, moi, je m'en branle. Enfin, vraiment, ça me saoule, ça m'intéresse pas. Et pareil, de s'énerver sans proposer autre chose, c'est facile. Des fois, c'est juste du feu depuis son canapé et so what, tu vois, ça n'a rien apporté. Donc moi, j'essaie de me concentrer sur ce qui est fait à micro-échelle, avec un peu de... Voilà. Et tous les discours pareil, hein, sur les projets d'agriculture urbaine, on entend beaucoup les grands mots, quoi. Bien-être au travail, on va sauver le monde, on va nourrir... je te fais une super transition, non ? Vas-y, on va nourrir les villes, etc. Mollo, les gars. Si déjà vous arrivez à faire 15 paniers pour les familles du quartier... Génial, quoi. Vraiment super. Du coup, on a la transition parfaite. Voilà. Incroyable. Bienvenue dans le joyeux monde de la gauche, mais pas assez selon son voisin. C'est un peu ça. On ne sera jamais assez écolo pour certains. Des fois, on sera trop écolo. Il faut faire ce qu'on peut faire déjà. Oui. Et renseignez-vous et formez-vous. C'est très important. Et après, vous verrez par vous-même là où vous avez envie de vous situer. Oui, et puis à hauteur de ses privilèges aussi, exactement. Quoi. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Oh que non. Voilà. Mais du coup, on va pouvoir aborder, il est 29. On est à moitié de notre émission et du coup on va pouvoir parler de notre discussion de débat sur l'agriculture urbaine. Qu'est-ce que c'est déjà ? C'est important de préciser un peu. Et en mode, qu'est-ce qui la différencie de son agricultrice traditionnelle, je dirais ? Je sais pas si c'est le bon terme. Agriculture traditionnelle en mode intensif. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est l'agriculture urbaine ? Alors, peut-être qu'on peut partir des clichés qu'on se fait de l'agriculture urbaine, parce que moi, quand je me suis reconvertie il y a 6 ans là-dedans, j'avais en tête ce qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est-à-dire des fermes sur les toits, plutôt technologiques, tu vois, avec des espèces de trucs à la verticale. Ouais. J'ai travaillé dans ce genre de ferme, et c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est ce qui est valorisé. En communication, c'est ce qu'on utilise souvent, pour montrer le côté positif, on dit. Alors c'est très beau, hein, les fermes urbaines sur les toits, on y cultive des plantes aromatiques, des petits fruits et tout ça, mais c'est pas que ça, l'agriculture urbaine. Donc celle-ci, elle est plutôt de l'ordre de la start-up, de l'entreprise, voilà, des grosses structures, mais l'agriculture urbaine, c'est aussi les jardins ouvriers, les jardins partagés, et ça représente aussi des grosses surfaces, parfois en pleine terre aussi, donc c'est pas anodin. Et parfois, ça va être sous format associatif, juste de collectif d'habitants. Et pour le coup, on en entend vachement moins parler, alors que d'un point de vue social, pour moi, c'est beaucoup plus important. Est-ce qu'une serre, comme tu fais dans une pépinière, dans une ville, c'est considéré comme de l'agriculture urbaine ou pas ? Alors moi, je me suis dit que c'était de l'agriculture urbaine dans la mesure où je produis vraiment des plants. Ouais. C'est pas juste pédagogique. On peut venir m'acheter en direct chaque week-end la production que je fais. Et bien évidemment, elle est à plus petite échelle qu'un Truffaut. Ah, ça y est, j'ai dit une marque. Tu vois, je te dis, on est toujours obligé de citer une marque dans un live. Purée, voilà, je ne vais pas leur faire de la pub. Mais bon. N'échappe pas. En tout cas, oui, elle est moindre. Mais quand même, je produis. Tu vois, c'est pas non plus ridicule. J'offre une offre de quartier. C'est important pour toi, ce côté-là, ou pas ? C'est grave important. C'est grave important. Moi, je souhaite continuer à petite échelle,
Je ne souhaite pas, par exemple, développer et faire de la vente par correspondance ou même dans d'autres épiceries. Moi, je souhaite vraiment que les gens viennent me voir à la pépinière et qu'on discute. J'ai une copine maraîchère, elle fait les marchés toutes les semaines. Pas parce que c'est super cool de se trimballer des cajots à 6h du matin, mais parce qu'elle adore discuter avec les gens qui lui achètent les légumes, et parce qu'elle les nourrit, tu vois, il y a ce rapport en direct qui est hyper important. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre ? On disait que le cliché qu'on a de l'agriculture urbaine n'est pas forcément la vérité. Voilà. Tu voulais démonter ces clichés ? Ouais, et puis qu'est-ce qu'on a envie de valoriser ? Tu vois, moi j'ai plus envie de valoriser justement les jardins ouvriers parce qu'ils sont constamment menacés par les projets immobiliers, par la pression foncière. Et moi, les fermes sur les toits, cool, hein, c'est bien l'exploration technologique et tout. L'hydroponie, c'est pas que mal. Il y a des projets intéressants. Ça permet aussi, pourquoi pas, d'utiliser des toits sur lesquels ça n'aurait aucun sens de venir mettre de la terre. Tu vois, des fois, il y a des toits qui n'ont pas été conçus pour accueillir de l'agriculture urbaine. Tu vois, au niveau de la portance, des infiltrations d'eau et tout. Bon, l'hydroponie, ça peut répondre aussi à ces trucs-là. Donc pareil, toujours, j'ai appris à être un peu plus nuancée. Mais clairement, je me sens beaucoup plus du côté de la mise en lumière de projets qui ne sont pas ceux de la start-up. Et parce que quand moi je me suis intéressé justement à l'agriculture urbaine, les sites et les premières informations qui m'étaient données, c'était les start-up, les entreprises avec des centaines d'hectares mis sur des toits, vraiment de la technologie. Je ne sais pas comment dire, mais il y a vraiment ce côté très technologie. Qui coûte très cher, et puis c'est surtout très cher, et à qui elle s'adresse aussi cette production, parce que en général, pour y avoir travaillé dans ce genre de structure, c'est des produits qui ont un coût, qui sont très chers et qui sont vraiment sur un circuit de l'ordre presque du luxe entre guillemets. Et moi, je me dis, en ville, il y a cet enjeu d'autonomie alimentaire. Alors, évidemment que l'agriculture urbaine ne va pas nourrir la ville. Attends, tu viens de spoiler tout. Oh non, mais désolé, là, on n'a même pas pu en commencer. Mais on est trop nombreux, c'est évident. J'avais un chiffre pour justement... Attends, parce qu'il y a des questions intéressantes qui se sont posées. Pouvez-vous mesurer l'impact de la pollution urbaine sur la qualité des plantes ? Alors, moi, personnellement, non, ce n'est pas mon métier. Mais oui, il y a des structures qui le font. Je pense notamment à Securagri, qui est un pôle de AgroParisTech, qui fait beaucoup d'études des sols et de la qualité des légumes. Les fermes sur lesquelles j'ai travaillé, moi, faisaient aussi des analyses de la toxicité des légumes. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on monte en altitude, plus on gagne en qualité d'air. Et donc, moins on a de problèmes de pollution sur les légumes. Il y a aussi des directives dans les jardins partagés. Par exemple, je pense à Montreuil, au niveau des murs à pêche. La mairie incitait les jardiniers à cultiver plus des légumes fruits que des légumes racines ou feuilles, parce qu'ils sont moins concentrés en polluants. Ok, d'accord. Donc voilà, et puis dès que tu es coupé de la circulation, tu gagnes quand même vachement en qualité d'air. Donc il faut faire un immeuble de 30 étages, et là au-dessus tu mets ton potager et c'est bon. Ou on interdit la voiture. Je sais pas. Et on a une autre question. Qui sont les personnes qui achètent tes plants ? Des personnes qui ont des jardins ou des personnes qui ont de la place sur leur balcon ? Et parfait, tu fais la transition parfaite parce que je voulais savoir si c'était accessible à l'agriculture urbaine à tout le monde ou pas. Alors, dans la mesure où tu as un balcon, grave, parce que moi j'essaie de cultiver des variétés vraiment qui s'adaptent à des petites surfaces. Tu vois, moi j'ai des bacs autour de ma serre qui font pas plus de 30 cm de hauteur et où j'arrive à faire pousser plein de feuillus, plein de trucs, des fleurs comestibles et tout. Donc dès que tu as un balcon, tu peux faire pousser ce que tu veux. Mais en vrai, même si tu n'avais pas le balcon, tu peux toujours faire des graines germées chez toi. Non, mais il y a toujours moyen de faire pousser des trucs. Après, moi je me suis vraiment attardée sur des variétés simples, des aromatiques, des fleurs comestibles, des salades, des potagères faciles. Et donc, les gens qui viennent me voir, c'est pas mal de gens avec des balcons, des terrasses, parfois qui font partie de jardins partagés. Globalement, c'est ça. Et très peu de gens avec des vrais jardins. Est-ce que c'est quelque chose d'accessible ou pas ? C'est cher, tes plants ou pas ? Alors, moi, je suis entre 2 € et 5 €. Tu vois, 2 € pour des plantes... entre 2 et 5 €. Je ne me rends pas compte du prix. Est-ce que c'est pas élevé par rapport à la concurrence ou pas du tout ? Non, on essaye de s'aligner entre collègues. Parce qu'on est quand même de plus en plus à travailler dans l'agriculture urbaine. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a quand même une sorte de bon réseau qui se fait entre nous. Et on s'aligne, quoi. On fait en sorte de regarder ce que fait l'un et l'autre. Et
Et donc, la cité fertile, on n'a pas donné la position. Je me souviens pas. En tout cas, si, on l'a dit, mais c'est à Pantin. Donc c'est RER Pantin, mais il y a le métro, il y a le tramway. Donc ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure, ils peuvent venir te voir. Franchement, c'est à 30 minutes en vélo de l'Académie du Climat. Ok, bah ça va. Ah, parfait. Sur le bord des quais, en plus, trop sympa. Et est-ce que, à part tes ateliers, est-ce qu'il y a d'autres choses où les gens peuvent venir se renseigner sur ça, ou il faut venir à l'atelier pour avoir des infos? Il y a ma chaîne YouTube, où je donne quand même un paquet d'infos. C'était une Ouais, en fait, moi j'aime bien m'essayer à plein de formats différents pour toucher plein de publics différents. Et donc je m'éclate sur YouTube, donc je continuerai de faire des vidéos là-dessus. Et tu vois, des fois je fais des vidéos spéciales bouture, et puis des fois ça va être qu'est-ce que c'est une plante invasive, donc un truc un peu plus reportage. Et des fois ça va être juste du vlog un peu à l'arrache où je montre mon quotidien. Mais c'est cool, c'est détente. T'as Stéphane Cannon qui fait ma modo, c'est incroyable. Il envoie les liens sur le chat. Waouh, ça c'est la classe. Merci beaucoup. J'avais une question. C'est quoi la question que t'as marre d'entendre, qu'on te pose tout le temps? C'est quoi le déclic? J'en ai marre. Je sais que c'est intéressant. Je lui dis, c'est la première question. Oui, mais en fait, tout le monde me la pose. Oui. Et en fait, je raconte toujours la même histoire. Et donc j'ai l'impression que je suis en automatisme. Et donc j'ai presque limite envie d'inventer une nouvelle histoire. Ouais, je comprends. Non mais je comprends. C'est un peu même quand tu rencontres plein de gens dans un temps réduit et tu as tes mots clés, tu as tes phrases clés, et à la fin tu as envie de c'est quoi, allez, je vais m'inventer une vie. Pourquoi tu me poses? C'est ça. Tu pourrais me poser quelle est ma couleur préférée, ou mon légume préféré. Attends, peut-être que ça arrive. Et c'est quoi du coup la question que tu aimerais qu'on te pose beaucoup plus? Quel est mon légume préféré? À part les légumes préférés. Que les gens en mode, soit ils y pensent pas, et j'essaie de parler en rapport avec l'agriculture justement et ton travail, c'est quel sujet tu as envie des fois de mettre en lumière? Moi je suis vachement sensible à l'art dans son ensemble, que ce soit, tu vois, j'ai beaucoup évolué dans le milieu de la musique, du fanzine, et tous ces trucs, et pour moi c'est hyper important, tu vois, l'illustration, j'ai un univers moi derrière moi, un bagage aussi de par mon passé, et on me pose peu de questions en fait sur quelles sont mes références, et je trouve que ça dit beaucoup. Moi par exemple je me sens appartenir à un certain clan musical, esthétique. Et finalement, ça répond quand même vachement à ce que je fais aussi dans mon métier. Je te donne un exemple, c'est que moi, j'adore les musiques rugueuses. Donc, genre le punk, la techno, les musiques, tu vois, de friche, en fait. Les musiques de vieilles usines désaffectées. Et c'est pas pour rien, je pense, que je suis fascinée par le monde de la green guérilla, les plantes invasives qui poussent dans les fissures. En fait, ça a un vrai lien pour moi. Tu peux raconter un peu ce que c'est? Moi, je sais ce que c'est la green guérilla. Oui. Mais on n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant. C'est vrai. Et après, on pourra en parler un peu de l'agriculture urbaine. Mais en vrai, c'est lié, non? La green guérilla et l'agriculture urbaine. On peut le dire. La green guérilla, c'est l'idée de se réapproprier l'espace urbain par le jardinage, mais de façon un peu pirate. Donc, tu ne demandes pas l'autorisation, juste tu prends en main les espaces. Et donc, tu peux le faire à micro-échelle, genre, je sais pas, mettre un truc potager, un bac au pied de ton immeuble, jusqu'à carrément monter une ZAD. Je pense aux jardins ouvriers d'Aubervilliers qui ont lutté pour qu'ils ne soient pas détruits à cause des Jeux Olympiques. Et donc, ça peut être un peu toutes ces échelles. C'est l'idée de mettre du végétal partout et de manière complètement anarchiste. Voilà, les deux. T'as pu passer, personne n'aurait remarqué, je pense. Et c'est un mouvement qui est né dans les années 70, donc il est assez vieux. Ça vient de New York. Et ça vient aussi avec cette idée de commun, de créer du commun, des lieux qui sont ouverts à tout le monde. Parce que, du coup, là, vous avez l'impression que les villes n'appartiennent plus forcément aux habitants? Tu vois, en tout cas, pour ce qui s'agit de la nature, en ville, elle est très contrôlée. Si tu veux accéder à une vraie nature, alors qu'en plus on pourrait questionner qu'est-ce que ça veut dire la nature, mais c'est souvent dans les parcs. Les parcs, c'est souvent fermé, il y a des horaires. C'est d'ailleurs une nature qui est souvent très très contrôlée. Et donc pour moi, c'est aussi cette question de quel est notre droit d'accès à la nature, à la terre, pour qui? Tu vois, qui a accès à la terre? Quand tu es en ville, c'est très compliqué en fait. C'est même de plus en plus menacé, quoi. Et donc c'est un mouvement qui a démarré en années 70. Ouais. Et j'ai vu que tu avais fait un livre aussi dessus. Tu as fait une réédition même.
Ouais. Parce que du coup, tu l'as perdu il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. 3 ans. Et du coup, tu l'as ressorti. Donc, bravo déjà. J'ai pas eu l'occasion de le lire, malheureusement. Ah, j'aurais dû t'en amener un. Ah ouais, j'aurais été chaud. En fait, j'ose pas à chaque fois demander aux invités parce qu'ils ont fait des projets. Parce que je me dis, un peu par opportunisme, mais du coup, j'aurais dû. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques, toi? Ou est-ce que tu as arrêté? C'est quoi un peu pas les freins, mais est-ce que c'est dangereux? Est-ce que vous pouvez vous faire arrêter? Comment ça se passe? Alors, j'en fais, mais comme je suis pépiniériste, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Enfin non, j'exagère, c'est une excuse, mais c'est vrai que je bosse beaucoup et que j'en fais de temps en temps, mais pas toutes les semaines. J'aime bien le faire avec des copines, tu vois, on est une ou deux et on se balade dans la rue. On fait de la reconnaissance végétale, on balance 2-3 graines, on plante 2-3 plants que j'ai en trop dans la pépinière et on passe une bonne après-midi. Donc c'est plutôt à petite échelle. Okay. Je participe peu aux actions de ZAD, par exemple. C'est pas le même là. Voilà, c'est pas une même implication. Moi, j'ai très peur des violences policières, donc voilà, je suis pas là-dedans. Et quoi? Attends, c'était quoi l'autre question? L'autre question, c'était quoi les freins? Ah oui, les freins, très important. En fait, les freins, c'est que c'est la rue. Donc la rue, c'est dur. Et c'est du béton. C'est du béton. Donc déjà, oui, de fait, c'est des terres qui sont très piétinées. Donc elles sont pas évidentes. Tu peux pas creuser n'importe où. Et ça, c'est pas facile. T'as pas, j'imagine, un marteau-piqueur pour... Malheureusement, voilà, je devrais investir. Mais j'ai pas. L'investissement pas très rentable. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est assez rude. Et du coup, il faut choisir aussi des espaces où tu sais que soit ça peut être entretenu par d'autres personnes, soit toi, tu reviens régulièrement pour entretenir, pour arroser. Okay. Tu vois, ça demande quand même un investissement. Et après, il y a aussi ce truc de dégradation qui peut être un peu frustrant, où souvent, ça peut être dégradé. Donc déjà, il y a des petits trucs pour savoir choisir les bons spots un peu cachés, voilà, pour que ça reste un minimum. Et il y a aussi laisser faire. C'est-à-dire, la rue, elle est tout le temps en transformation. Et en fait, moi, je me suis vachement libérée de ce truc de réussite absolue en parlant avec des graffeurs. Okay. Parce que eux, c'est pareil, c'est leur espace, la rue, pour dessiner. Et quand ils font du graphe, le truc est souvent recouvert. Soit par d'autres graphes, soit par la mairie qui veut les effacer. Et quand j'ai posé la question de cette frustration-là à un gars, il me disait, moi, en fait, le plus important, c'est l'action en elle-même. Okay. C'est de faire, c'est de partager ce moment avec d'autres personnes. Et il y a la photo. Il y a la photo à la fin qui me garde un souvenir de ce que j'ai fait. Mais tu vois, la Green Guérilla, pour moi, c'est pas l'outil parfait ou idéal. Il faut tous faire absolument de la Green Guérilla. C'est plus un outil de mise en action, hyper joyeux. Parce qu'en plus, tu es sur les codes un peu guerriers, genre tu te mets en mode pirate, tu repères des spots. C'est un truc illégal, mais en même temps, c'est un peu mignon. Ça donc tu sais que tu... Je vois avec dans vos poches des petites graines. C'est ça. Là, juste vous envoyez les graines. Mais j'ai des lance-pierres et tout. Franchement, c'est rigolo. C'est passible d'amende. C'est considéré comme de la dégradation d'espace public. Okay. C'est important de préciser. Voilà, sur la loi. Après, dans les faits, moi, ça se passe toujours très bien. Alors, pourquoi? Vous êtes déjà fait attraper par la police? Mais non, en fait, il y a souvent de la curiosité, ou alors du désintérêt total et on se dit que c'est une asso qui a le droit, tu vois. Après, encore une fois, je suis une jeune personne blanche, je suis pas sûre que ce serait la même. Un privilège. Tu vois, voilà, un privilège qui me permet d'être assez à la cool quand je suis avec mes pelles et mes serre-fouettes dans le sac. Mais plus tu fais ça en mode à jour, sans te cacher, plus les gens pensent que c'est OK et que tu as l'autorisation. En fait. Et j'aime bien ce principe de désobéissance civile aussi. Qui est très mignonne, qui est très pacifiste pour le coup, mais qui quand même, tu vois, quand j'interviens en collège et que je parle d'un peu de ces actions, on parle aussi de la désobéissance civile. Qu'est-ce que c'est? Et on parle de Rosa Parks, tu vois. La désobéissance civile, ça revient de plus en plus, surtout dernièrement. C'est un sujet des fois qui est un peu compliqué à traiter, surtout nous, typiquement ici à l'Académie du Climat, on essaie de montrer la diversité des moyens d'action. La désobéissance civile fait partie d'une action qui existe, c'est un fait, donc il faut en parler. Après, il faut toujours savoir comment tu en parles, comment tu abordes. Des fois, ça peut être un peu, je dirais, sensible comme sujet, puisque c'est la désobéissance civile, donc tu fais contre la loi, donc c'est toujours compliqué d'en parler. Nous, ici, on a eu un peu une sorte de bad buzz, je dirais, puisqu'on avait invité Extinction Rébellion, qui était venu discuter ici, et qui avait parlé de la désobéissance civile comme un moyen d'action, et on pensait que l'Académie du Climat cautionnait. Il faut savoir que nous, on cautionne rien du tout. On est un lieu où on discute et on met en avant et on met en lumière les différents moyens d'action. Il se trouve que cela existe. Après, on ne fait pas la promotion. La désobéissance civile, nous, on essaie d'être aussi dans le côté positif de regardez, il y a plein de choses. Et puis après, vous allez trouver votre chemin à vous, votre moyen d'action. Et du coup, je vous invite à
à aller voir la programmation, justement pour trouver votre moyen d'action et aussi le fait de pouvoir faire des choses, comme on disait tout à l'heure. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça existe même dans la biodiversité, entre guillemets, la désobéissance civile. Et je vois Stéphane Caden qui nous dit « Garden Guérilla, ici aussi, force à toi, camarade ». On peut du coup parler aussi de le fait que, quand tu me disais que c'était pas forcément facile des fois de planter dans les rues, puisque l'artificialisation des sols dans les villes, c'est ce qu'il y a de pire. Et à cause du béton, tu as sorti aussi un livre dessus, non? Si je dis pas de bêtises. Opération Bye Bye Béton pour les enfants. Opération Bye Bye Béton pour les enfants. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu racontes dedans? Et ça veut dire quoi en mode Bye Bye Béton? Comment on ferait nous les humains Bye Bye Béton sans le béton? Alors l'histoire, pourquoi j'ai eu envie de faire ce livre pour les enfants, c'est que j'ai eu des enfants en atelier et que j'ai bien compris que la fiction, c'était un truc qui manquait au mouvement écolo aussi, de pouvoir se projeter dans un autre monde. Et pour les enfants aussi, tu vois, des histoires qui soient joyeuses et qui donnent envie aussi de passer à l'action. Et donc j'ai raconté l'histoire d'un enfant, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, chacun fait ce qu'il veut, qui a été élevé par des plantes sauvages sur un terrain vague. Et du coup, c'est une enfance qui a été un peu en marge de ce qu'on appelle la normalité. Sauf qu'il arrive en âge d'aller à l'école quand même. On est en France, hein, tout le monde a le droit d'aller à l'école. Et c'est là où il se confronte un peu à un milieu dans lequel il n'est pas forcément valorisé ou à l'aise. Et en fait, il y a un drame qui arrive. C'est que le camion de la cantoche n'arrive pas. Et donc, c'est le pire drame qui peut arriver. Là, tout le monde se dit, OK, qu'est-ce qu'on va manger? C'est la galère. Et en fait, Camomille... il se trouve que lui ou elle, il sait, il connaît les plantes, il sait comment se nourrir autour de l'école. Donc c'est lui qui va un peu donner cette fièvre de l'amour de la nature en fait à tout le monde. Et ça fait que la ville finit par se transformer. Et c'est comme ça qu'on commence à enlever un peu de béton et qu'on sauve aussi le fameux terrain vague qui était menacé de construction d'un parking. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. On a Gonnet qui nous dit « Bonsoir, j'arrive avec un peu de retard, mais super contente de découvrir l'émission et la chaîne. » Bienvenue ici. On arrive un peu à la fin, c'est vrai, mais tu auras l'occasion de revenir, puisque l'émission, c'est toutes les semaines. On est avec Ophélie, justement, Terme Nature, pour parler biodiversité, parler plantation, parler agriculture urbaine. Tu voulais nous dire quelque chose? En fait, j'ai fait des petites notes parce que je suis bonne élève et que j'ai zéro mémoire. Et du coup... Pour donner un chiffre qui, quand même, moi, je trouve assez parlant, quand on parle d'artificialisation des sols, la France perd l'équivalent de la taille de Paris tous les 2 ans. Ce qui est beaucoup. Et perd dans quel sens? Elle est bétonisée. Okay. Et on parle souvent on parle de terres agricoles, on parle de milieux naturels. Tu vois, ça peut être des zones humides, enfin, tu vois, des zones où il y a une biodiversité de malade, ou alors des zones où on fait pousser du comestible, quoi, des zones qui nous nourrissent. C'est chaud du cul, quoi. Là, c'est énorme. Je ne m'attendais pas du tout à un chiffre comme celui-là. Donc, merci de le dire déjà. Mais du coup, est-ce que l'agriculture urbaine, et c'est un peu ça la discussion débat, peut pallier aussi au manque d'espace qui peut-être arrive aussi de plus en plus dans les villes, le fait qu'on bétonise de plus en plus, donc il y a moins de possibilités dans les villes de faire d'avoir des terres agricoles. Du coup, j'imagine que l'agriculture urbaine essaye aussi de pallier à cette difficulté-là. Alors parlons des galères en fait. Ouais, parce que non mais moi je suis pas là pour. Bref, la galère de l'agriculture urbaine, c'est qu'on est souvent sur des zones temporaires. Et ça fait chier parce que la nature déjà, c'est pas du temporaire. Il faut du temps avant qu'une terre redevienne dépolluée, arable, tu vois. Et donc le temps aussi que la biodiversité, que les écosystèmes se recréent, ça se fait pas en 1 an, 2 ans quoi. Alors oui, en 1 an, 2 ans, tu peux avoir des pousses, hein, évidemment, mais si on veut vraiment recréer de la vraie biodiversité, il faut laisser des temps longs, il faut laisser des pages blanches aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un truc de l'ultra-productivisme, y compris dans le domaine de l'agriculture, alors qu'on devrait aussi beaucoup s'intéresser aux friches et les laisser tranquilles, en fait. Parce que c'est des zones... Expliquer qu'est-ce que c'est une friche? Les friches, c'est des espaces abandonnés sur laquelle les plantes ont repris un peu le dessus, entre guillemets, et où il y a des nouveaux écosystèmes qui se sont recréés. Et c'est là où il y a énormément d'oiseaux, d'insectes qui nichent, qui se reproduisent, qui mangent. Et il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas non plus être tout le temps dans cette envie de cultiver partout, tout le temps. De contrôle. Et de contrôle absolu. Et en plus de ça, on peut faire l'un et l'autre. Enfin, laisser en tout cas des espaces
libre, tranquille, et pérenniser l'agriculture urbaine, l'aider. Évidemment qu'on ne fait pas que nourrir avec l'agriculture, on participe à la rétention des eaux, la gestion en tout cas. On permet de rafraîchir aussi les villes. Ça va être un énorme enjeu les prochaines années, les canicules. On perd plusieurs degrés quand il y a des plantes autour de nous. Est-ce que de la sensibilisation rentre en compte dans l'agriculture urbaine? Est-ce que tu peux évidemment sensibiliser cet les enjeu enfants pédagogique, mais grave en fait. Il y a cette histoire de lien social aussi. Normalement, quand on a des projets de type associatif, il y a cette idée que les gens se rencontrent et qu'il y a des liens qui se font. Mais grave en fait. Moi, je me sens vraiment. Pourquoi je suis dans l'agriculture urbaine, c'est que je veux transmettre. C'est clairement ça. Il y a tout un enjeu pédagogique de ouf, parce que on est tellement éloigné en tant que citadin de la réalité du terrain, justement, comment il pousse une tomate. Si tu vas pas te confronter à cette réalité-là, forcément, quand tu vas au supermarché, les produits, tu captes pas comment ils sont faits. Et du coup, tu as un respect qui est pas le même. C'est la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous vous sentez justement déconnecté de la nature en tant que citadin, ou est-ce que vous avez l'impression que rien que d'avoir, je sais pas moi, est-ce que d'avoir des plantes chez soi, ça permet d'être plus proche de la nature, ou alors ça n'a pas beaucoup d'impact? Moi, je pense, moi j'ai des plantes chez moi, j'ai pas l'impression d'être très connecté à la nature, tu vois. Et c'est quoi les moyens du coup de se reconnecter à la nature quand tu es un citadin? C'est de changer de regard sur ce qui t'entoure. Parce que pour moi, la reconnexion, c'est pas en allant... Alors oui, si tu veux aller faire une balade dans une forêt primaire, ça doit être très beau et très émouvant. Mais pour moi, tu peux être tout aussi ému d'observer une fourmi pendant 3 quarts d'heure et tu vois, dans une fissure de mur, quoi, encore une fois. Moi, je suis sur un micro-espace. Ma pépinière, elle fait 22 mètres carrés. C'est assez ridicule petit, par rapport à... Tu vois, il y a plein de pépiniéristes qui rigolent, je pense, en regardant la taille de ma serre. Mais putain, il se passe des aventures de ouf tous les jours, quoi. Y a tel insecte qui a fait son trou, machin. En fait, pour moi, c'est vraiment changer de regard sur ce qui t'entoure. Et tu peux voir justement qu'il y a plein de plantes sauvages qui poussent dans les fissures. Et quand tu commences à les identifier, tu te dis, ah putain, mais en fait, elle, en soi, elle a des vertus, elle a des vertus médicinales. Ah, celle-ci, on pourrait elle serait comestible si elle n'était pas dans ce milieu-là. Mais est-ce que tu penses un univers de ouf. Est-ce que tu penses que des villes comme Paris peuvent coexister avec une nature aussi peut-être importante? Là, on parle là, tu parles de plantes dans les fissures, mais si tu mettais beaucoup plus d'espace vert dans une ville comme Paris, est-ce qu'en fait, concrètement, c'est vraiment possible, selon toi Mais possible de quoi? Dans le sens de coexister, avoir des transports en commun, avoir une ville fluide, avoir, je sais pas moi... une ville comme Paris, il n'y a pas beaucoup de verdure, en tout cas pour l'instant. Je sais qu'ils commencent à planter de plus en plus d'arbres. Pour les JO, justement, ils vont développer encore plus. Tu as quand même le bois de Vincennes et le bois de Boulogne qui sont quand même des zones forestières assez grandes, mais c'est pas dans le centre-ville, entre guillemets. Et est-ce que toi, du coup, rien que dans tes actions de guérilla, j'allais dire urbaine, c'est pas ça, est-ce que du coup, tu penses qu'à in fine, ça serait possible d'avoir vraiment plus de verdure dans les centres? Sans que ce soit des potagers, par exemple, tu vois. Non, comme tu dis, des zones libres. Mais ça touche à d'autres choses que sont de savoir renoncer à certains conforts qui sont plus des conforts pour moi, qui sont au-delà, quoi. C'est vraiment un truc d'enfant pourri gâté. Et il y a un moment où il va falloir aussi apprendre à renoncer à ça, quoi. On peut vivre sans avion, on peut vivre sans bouffer de la viande. Il y a un moment où il va falloir prendre ses responsabilités aussi, encore une fois, à chacun son échelle. Mais bon, c'est facile aussi de rejeter la faute sur les autres. Oui, mettre plus de végétaux, ça fait qu'il y a plus d'insectes. Donc il faut apprendre à pas avoir peur des abeilles, il faut apprendre à vivre avec les fourmis. C'est changer son regard aussi à la nature. Ouais, exactement, parce qu'il y a plein de gens qui viennent en atelier qui ont peur de se salir. Tu vois, il y a aussi cette vision qu'on a de la terre. La terre, c'est sale. Les insectes, ils nous veulent forcément du mal. Tu vois, moi, j'ai vachement changé de regard par rapport aux asticots, parce que j'aimais pas ça il y a quelques années. Et j'ai découvert le merveilleux monde du compost. Et j'ai compris à quel point, déjà, on va se faire bouffer par eux à un moment donné, c'est un cycle. Et que c'est eux qui sont à la base de tout, quoi. C'est comme les abeilles. Les abeilles, les vers de terre, c'est même échelle. On a Gwenaël qui nous dit « Je partage à 100% les propos d'Ophélie. Je fais le même travail de sensibilisation auprès des citadins et les constats sont les mêmes. » On a Stéphane qui nous dit « Pire que Paris, Boulogne. La mairie appelle parc 100 mètres carrés de béton avec 3 arbres et 4 pots de fleurs. » Et Gwenaël, Stéphane Caden qui nous dit « Je pense que c'est possible d'organiser ça sur les terrains communaux avec accord de la mairie. » Ah oui, parce qu'il a dit tout à l'heure, est-ce que c'est possible de faire de la guérilla urbaine légale, je pense? Genre un event avec l'accord de la mairie pour aller semer des graines.
Moi, je dis, on va pas se faire chier avec ça parce que c'est de l'inertie. Ça peut être intéressant d'aller de demander si c'est possible. Il y a certaines mairies qui accompagnent les citadins à installer des bacs potagers, etc. Donc pourquoi pas, si c'est juste pour vous déclarer auprès de la mairie, moi je trouve ça assez inutile et c'est juste du contrôle pour rien. Mais il y a certaines mairies qui accompagnent, qui vont vous donner du matériel ou de la terre ou qui vont faire en sorte que vous ayez une sorte de délimitation et que du coup vos plantations soient moins dégradées. Donc je pense que selon les politiques locales, ça diffère. Après, c'était intéressant là, ton message, Stéphane, sur la mairie qui appelle parc 100 mètres carrés de béton. Et on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais l'agriculture urbaine, elle sert aussi beaucoup d'alibi de greenwashing pour continuer de bétoniser. Et on les a vus, les fermes urbaines sur les toits de supermarchés, alors qu'au sol, on avait de la terre agricole. Là, c'est problématique, tu vois. Il y a aussi une utilisation du terme agriculture urbaine. On va foutre 3 arbres là comme ça en photo sur les appels à projets là. Et puis c'est bon, c'est cool, on a notre empreinte carbone qui est OK. Parce que est-ce que tu penses que ça sert à justement faire un peu la compensation carbone d'un bâtiment et du coup on peut construire sur le marché mais vous inquiétez pas, on fera notre potager dessus. Et du coup ça justifie la construction du supermarché. Exactement. Et pour moi c'est du bullshit. En fait il y a un moment, il faut arrêter de construire du neuf, il faut arrêter de bétoniser. On arrête. Juste, stop. Tu vois, non mais je sais plus, je l'ai plus là ce truc, mais il y a des communes qui continuent de bétoniser alors qu'ils ont une population qui décroît. Ok. Il y a une illogique. Stop quoi. Ouais. Voilà, je comprends pas. Et du coup, tout à l'heure, tu as discuté sur l'agriculture urbaine des différents moyens et à quoi ça sert concrètement. Parce que tu disais qu'on ne pouvait pas nourrir une ville. Typiquement comme Paris, je crois que pour la nourrir, alors moi aussi j'avais fait mes notes et j'avais noté en mode ce qu'il faudrait comme espace pour nourrir une ville comme Paris. Il faudrait 16 000 hectares de culture pour assurer l'autosuffisance des Parisiens seulement en fruits et légumes. Wow. Ça représente 1,5 fois la surface de la ville. Donc, je m'attendais à plus. Quand même. C'est-à-dire qu'il faut construire un deuxième Paris juste pour nourrir en fruits et légumes. Ouais, mais ça va. Quand même. C'est-à-dire que l'Île-de-France, t'as vu comme on est nombreux, c'est normal. Oui, on est vraiment beaucoup. Mais ça montre que du coup, en fait, les échelles sont énormes. Oui. Et là, on parle que de fruits et de légumes, en fait. Et encore, on parle pas de tous les fruits et légumes. Oui. Donc, tu n'aurais pas une variété énorme. Après, en Île-de-France, j'imagine que tu fais pousser plus de choses qu'on pense. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Typiquement, l'agriculture urbaine peut montrer qu'une ville comme Paris peut faire pousser plein de variétés. Ouais, puis il y a aussi, on parle de l'agriculture urbaine, mais il y a la périurbaine aussi qui est hyper intéressante. Et ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez vous lancer dans le maraîchage, il y a grave de la place en Île-de-France, quoi. C'est pas bouché, allez-y. C'est pas bouché, les gars. Il y a une filière. Gonel qui nous dit totalement la démarche de certaines structures concernant la RSE, donc égale le greenwashing, et t'as j'arrive pas à le dire, es-tu en lien avec d'autres initiatives d'agri-urbaine dans le 93 et quelles sont la nature de tes liens avec ? Est-ce que tu travailles solo Alors, je suis pas du tout solo. Il y a plein de gens. Alors, moi, déjà, je fais partie de l'AFOP, donc l'Association française des professionnels en agriculture urbaine. Donc, il y a plein de structures et pas mal qui viennent du 93 ou qui ont des fermes un peu partout et notamment dans le 93. Après, pour parler très concrètement, j'ai des voisines à côté, à 500 mètres de ma pépinière, qui sont l'association Pépin Production, qui sont sur une ancienne station de service. Okay. Et elles cultivent aussi, elles ont des plants, donc on est collègues. Et elles sont aussi avec les alchimistes, un super projet aussi qui fait du compost de très bonne qualité, qui font aussi beaucoup de recherches là-dessus, de l'innovation. Et j'avais fait une vidéo avec eux sur le compost de couche-culotte. Okay. Méga niche comme vidéo, mais voilà, c'était super intéressant. Et du coup, la nature de mes liens, c'est... en fait, dans ce milieu-là de l'agriculture urbaine, c'est un milieu assez petit. Et on est souvent en train de soit de se demander des conseils, tu vois, des recos. Je suis en lien avec la Sauge aussi, qui est une autre association. Ils ont à la fois la Prairie du Canal et un autre lieu qui s'appelle Terre-Terre. C'est deux tiers-lieux. Et ils interviennent de temps en temps pour des ateliers à la Cité Fertile. Et là, tu vois, ils m'ont dépanné d'une botte de paille. Trop sympa. Tu vois. Parce que du coup, pas un conseil, mais du coup, comment quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'agriculture urbaine, quels sont les canaux les plus simples pour commencer à se renseigner et commencer à mettre un pied dedans ? Je dirais qu'il faut effectivement regarder un peu autour de soi, là où on habite, et repérer s'il y a justement des associations, des jardins partagés. Parce que j'ai l'impression que ça existe en fait. Ça existe de ouf. Et puis les associations, elles organisent souvent des chantiers participatifs. Donc tu peux vraiment participer. Et j'ai eu des surprises comme ça en allant sur des chantiers participatifs. Je pensais qu'on allait faire
je sais pas, des semis. Et je me suis retrouvée avec une scie circulaire à découper du bois. Et en fait, je me suis éclatée et c'était trop bien. Ça change un peu. Ça change. Et non, puis c'était cool en fait de sortir un peu aussi de mes attentes. Ça m'a ouvert les chakras. Et voilà. Stéphane Caden qui nous dit c'est des liens humains entre groupes, relations horizontales. Grave. Parce que j'imagine que, et ça tu en parlais un peu tout à l'heure et j'ai pas trop relevé, mais c'était le côté, en fait des fois tu viens pas là que pour faire du jardinage entre guillemets ou faire ton potager, c'est aussi un lien social énorme où tu peux rencontrer et discuter. Est-ce que c'est aussi une raison de pourquoi tu as voulu te lancer dedans par rapport à ton métier d'avant ? Ouais, oui, tu vois, je vais prendre l'exemple de l'école buissonnière. L'idée, c'est pas juste que les gens soient formés au jardinage et tout, ça c'est limite, c'est un bonus. Pour moi, c'est qu'on réussisse en 6 mois à créer du nous, tu vois, vraiment. Et je pense que je sais pas si on va réussir, tu vois, ça va être une aventure. Moi, je suis pas du tout une pro de ça, mais j'avais vraiment envie de m'essayer à comment on fait pour créer un groupe, le maintenir et en plus, on a essayé un peu de varier les âges. Alors, c'est pas parfait, mais on a essayé en tout cas, en fonction des candidatures, de mélanger les générations et de créer des interactions. Et oui, moi j'hallucine du nombre de gens qui viennent me voir et qui suivaient mes vidéos. Et puis on se met à discuter dans la vraie vie. Tu vois, de créer ce contact. J'ai rencontré des nouveaux amis aussi grâce à ça. Lucie Jim qui nous dit vous pouvez tester le bénévolat chez Plantation Paris. Voilà, ça fait sa promo dans le chat. Mais vous avez raison, je pense que le premier pas, et c'est un peu ici aussi à l'Académie du Climat, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a plein d'assauts qui existent sur ces enjeux-là. Et n'hésitez pas justement à essayer de mettre un pas dedans parce que vous allez rencontrer des gens, on va vous donner des conseils, on va vous tendre un peu aussi la main si vous avez envie de vous engager. Ouais. Ça peut être un bon moyen sans quitter son taf, sans changer de carrière professionnelle. Ça peut être un bon moyen pour commencer à rentrer dans ce milieu-là. À fond, on se teste sans pression. Ouais, c'est ça en plus. On se fait des potes ou pas, mais on s'en fait en général. C'est ça. Et puis il y a tellement de diversité d'assauts que vous allez au moins trouver celle qui vous correspond. On mange des petits gâteaux. Trop cool. On arrive à la fin, il est 19h02. Oh non. Ouais, je vais pas pouvoir faire tous mes jeux, je vais pouvoir faire juste mon jeu des 60 secondes. Sur les plantes. Oh, le stress. Sur les plantes. Ouais. C'est là où on va découvrir la supercherie. C'est là qu'on va découvrir qu'Ophélie ne connaît pas si bien les plantes que ça. Mais non, t'inquiète, c'est pas forcément des questions compliquées. Justement, c'est des questions comme je ne te connais pas du tout. Lucie Jim qui ne dit pas de promo perso, mais juste une belle expérience personnelle. Bah voilà, c'est encore mieux. Oh, wow. Comme on te connaît en vrai, est-ce que tu te livres beaucoup sur tes réseaux ou pas ? Ou pas du tout ? Je livre ce que j'ai envie de livrer, évidemment. Ouais. Il y a plein de sujets sur lesquels je ne m'épanche pas. Je ne montre pas spécialement mes proches. Alors non, ça dépend. On a déjà vu mon père sur mes vidéos. Mais t'es pas quelqu'un qui s'étale beaucoup sur les réseaux ? Si, non mais si, je montre ma vie, mais je montre encore une fois ce que j'ai envie de montrer. Ça reste. Il y a plein de choses que je montre pas. Ok. Bon, voilà, c'était juste. Je montre pas ce que je mange, tu vois, par exemple. Ok. C'est très rare. Pourquoi ? T'as pas envie que les gens jugent ou discutent ? Non, mais je me suis beaucoup foutu de la gueule des gens qui montraient ce qu'ils mangeaient. Du coup, Tu fais pas les stories en mode au restaurant non. Comme ça là Non, mais j'avoue, des fois, quand je vais voir un concert cool, j'ai un peu envie de montrer que je vais avoir un concert cool. Je le fais pas systématiquement. Ok. Du coup, t'as 60 secondes pour répondre à toutes les questions. Je me rendais pas du tout compte du nombre de questions qu'il fallait faire. Pour que ça dure 30 secondes. Ah oui, d'accord, si c'est un top. Ça va durer beaucoup moins de temps. Est-ce qu'il y a un buzzer ? Il n'y a pas de buzzer. Non, mais c'est un peu comme... C'est comme Hugo Décrypte. Ok. C'est juste le même format pour comme ça, du coup, ça dure moins d'1 minute. Et comme ça, tu mets en réel sur Instagram. C'est ça la technique. Ah putain, là, ok, ça. Le stress. C'est ça. Ok, première question. Je lance le chrono. Est-ce que tu es prête ? Hop, as-tu déjà parlé à tes plantes pour les encourager à pousser ? Bien sûr. Et si tu étais une plante, laquelle serais-tu ? L'ortie. La plante la plus originale que tu connaisses ? Le mélilo. As-tu déjà utilisé de l'urine pour fertiliser tes plantes ? Oui. As-tu déjà acheté une plante simplement parce que tu as aimé son nom ? Oui, je sais pas. Oui, sans doute. Piléa, c'est mignon. La plante que tout le monde sous-estime ? Bah l'ortie, encore une fois, putain. As-tu déjà passé toute une journée à jardiner sans prendre de pause ? Non. Non ? C'est important les pauses. As-tu déjà utilisé des plantes pour fabriquer des produits de beauté ou des soins de la peau ? La flemme, non, j'avoue. As-tu déjà participé à une compétition de jardinage ? Non. As-tu déjà fait un rêve où tu étais une plante ? Non, mais j'adorerais. As-tu déjà utilisé de la musique classique pour aider tes plantes à pousser ? C'est plus techno-punk chez moi. Est-ce que tu donnes des noms aux plantes chez toi ? Non, mais c'est que des poupées, des poulettes, des moumoutes, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu une conversation sérieuse avec une plante ?
Oui, quand il y a des attaques de pucerons. Est-ce que tu as parfois la flemme de t'occuper de ton potager? Grave, l'arrosage. Est-ce que tu as déjà organisé un événement spécial dans ta serre, tel qu'un mariage ou une fête d'anniversaire? Non, un concert. Pas mal aussi quand même. Est-ce que tu utilises tes plantes comme médicaments au quotidien? Oui. Et est-ce que tu as des plantes que tu n'aimes pas du tout, mais que tu te sens obligé de faire pousser pour tes ateliers? Ah putain, ça bitch. Sans doute, ouais. Et donne les noms. Le piment, c'est trop dur, le piment, ça m'énerve. Est-ce que tu as déjà utilisé des pesticides pour faire pousser tes plantes? Non, mais alors, non. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu en auras marre de faire des vidéos sur des plantes? Peut-être, Est-ce oui. que tu te considères avoir la main verte? Franchement, ouais, maintenant. C'est quoi le nom de plante le plus compliqué que tu connaisses? Et ça sera en latin. Vas-y. Ou alors, vas-y, on reste sur les Pilea peperomides. Pilea peperomides. Non, pas mal. On a 1 minute 52, on a totalement dépassé le chrono. Mais tu as bien répondu à mes questions. Est-ce que tu as trouvé ça cool ou pas? J'adore. Pas mal, hein? Ouais. En vrai, je vais faire ça à chaque fois. Ça me donne envie de me faire inviter chez Combini pour leur... Ouais, ça fait un peu style Combini et tout, en mode fast and Furious. Ouais, Fast and Furious. C'est ouais, cool. c'est ça. Bon bah voilà, merci à toi Ophélie d'être passé me voir dans mon studio. Merci à vous d'avoir suivi. Stéphane Cadenne qui nous dit discussion sérieuse avec une plante. Oui, chaque semaine dans ma mairie. Ouais. Let's go. Merci à vous d'avoir suivi en tout cas. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient peut-être au manif ou je sais pas si l'horaire de 18h aussi c'est trop tôt pour vous. On m'a déjà fait cette remarque de 18h je suis au taf. Donc un peu compliqué. Merci beaucoup à vous. Merci à 19 toi, c'est bien, c'est mieux ou quoi? 19 je pense que c'est pas si mal. Gonel, merci, c'était chouette. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt Ophélie. Salut. Salut, ciao.